Coubron. Cahier contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris-Hors-les-Murs. Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté Hors-des-Murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation des États généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l'Assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l'archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le roi demande à ses sujets, et de procéder à l'élection des députés aux États généraux. Les habitants du dit Coubron, pénétrés de respect et de reconnaissance des biens que Sa Majesté désire procurer à ses peuples, et rassurés par cet acte de clémence, feront ici l'exposé le plus succinct des abus qui subsistent et dont ils sont les victimes, et des moyens que leurs faibles lumières pourront leur indiquer pour y remédier. Dévastation faite par le gibier. Art 1er. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d'où se jette la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s'y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n'est jamais détruit, quoi qu'en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose. Tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu'il soit jamais donné d'indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions. Leur récolte, fruit de leur sueur, perdue dans l'été, ils voient leur malheur augmenter pendant l'hiver, leurs arbres, et la plus grande partie de 3 et 4 pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l'année suivante, et le bois de la vigne tout mangé, il reste plus de 2 années sans recueillir son fruit. Capitainerie. Art 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu'ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s'y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré, il faut qu'il obtienne des permissions, le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu'à une époque désignée, la récolte dépérit, devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout. Garde des capitaineries. Art 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu'ils ont fait un serment, que l'irréligion, dont ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect. Les gardes sont autant de tyrans pour l'habitant de la campagne qui, s'il ramasse un peu d'herbe dans les bois, s'il est trouvé dans de petits sentiers, s'il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à 3 ou 4 lieues de son habitation, pour se voir condamné à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s'il est sans moyen d'y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu'à 300 livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d'un gibier qu'il avait acheté dans un marché. Il n'est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l'hiver. Comment, avec tant d'entraves, payer au terme fixé et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre dont il n'a été tiré aucun profit? Cherté du pain. Art 4. Et comment, après une année si désastreuse, peut prolonger son existence et celle de toute une famille, le pauvre habitant obligé, pour vivre, de laisser son héritage dont il ne peut rien espérer, faute de grains pour l'ensemencer, pour aller en journée gagnée, avec beaucoup de fatigue. Un morceau de pain qui est déjà beaucoup trop cher pour lui, lorsqu'il coûte un sou 6 deniers la livre, comment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu'il va toujours en augmentant, et qu'il est dans des appréhensions continuelles d'en manquer absolument, restant hors d'état de le payer. Encore s'il avait l'espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu'il ne dépendait pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme si sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu'arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées. Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s'en procurer à un sou 6 deniers la livre au plus. C'est le principal sujet de doléance du petit cultivateur, forcé d'être journalier pour s'en pouvoir procurer. Quand il n'éprouvera plus de variation dans le prix du pain, le pauvre sera tranquille, parce qu'il sera sûr, en travaillant, d'en pouvoir donner à sa famille désolée,
avec laquelle il préférerait d'être conduit actuellement dans les dépôts, où sont rassemblés les pauvres, sur qui il serait dit recevoir tous les jours l'aliment de première nécessité. Chercher du bois. Art 5. Et même cet aliment, aujourd'hui pour le cuire, combien n'en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes est payé, en 1778, 30 livres la corde, se vend actuellement 50 livres, et a été à 54 livres, non compris les voitures. Des habitants de la campagne n'auraient-ils pas aujourd'hui plus d'avantage de le faire venir, quoique à gros frais, de la capitale, que de l'aller acheter au milieu des forêts? Règles à établir pour la vente des bois. Art 6. S'il n'y a des règles établies pour en fixer les prix par arpent, selon les différentes qualités, et arrêter les spéculations des acheteurs, qui font une bourse d'indemnité, de laquelle sont tirés 3 ou 4 louis pour ceux auxquels le marché n'est pas adjugé, le pauvre, et même celui qui est plus aisé ne saura comment s'en procurer. Règles pour les baux des fermiers. Art 7. Qu'il en soit de même par rapport aux baux passés aux fermiers qui, forcés, par la crainte d'être évincés, de les prendre à des prix 3 et 4 fois plus hauts que dans leur dernier bail, sont contraints, pour trouver leur compte, de tenir toujours leur grain cher s'ils ne sont taxés selon les différentes qualités, principalement le blé et le seigle employés pour la nourriture principale de la classe indigente. Si elle ne peut en avoir un prix médiocre, elle s'agite, murmure, s'irrite et devient capable de s'arrêter aux moyens les plus violents pour s'en procurer, au risque même de sa propre vie, dont elle ne fait plus de cas, lorsque ses malheurs sont montés à leur comble, il augmente tous les jours. Taxe du beurre, des œufs, des volailles. Art 8. La peine, la misère des gens de la campagne vont toujours en augmentant par la taxe des droits mis sur les volailles et sur le beurre. Il faut payer 4 sous 3 deniers à l'entrée de la capitale pour une livre de beurre, un autre droit pour les œufs, et aujourd'hui pour la volaille on exigera plus, demain peut-être moins, et ensuite beaucoup plus, jamais on ne sait juste ce qui sera exigé, c'est ce qui arrête l'industrie de l'habitant de la campagne, c'est à cause de ces différentes vexations qu'il ne s'y trouve que très peu de volailles, et c'est ce qui l'empêche d'acheter des vaches qu'il ne peut faire paître que très difficilement, et qui sont saisissables si elles sont trouvées sur les lisières des bois malgré la vigilance de ceux préposés pour les garder. Perception des aides. Art 9. À toutes les entraves déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d'inquiétude, d'alarme et de chagrin cuisant qui, en faisant la ruine du cultivateur, n'enrichit pas l'État. Si l'habitant cultive une vigne en payant taille, 20e, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces. En a-t-il 12 pièces, on lui en laisse 4 pour sa boisson journalière, les autres sont regardés comme le trop bu, et pour les 8 qui lui sont restés, l'on exige des droits particuliers. Commis des aides. Qu'il les vende, qu'il les garde, qu'il vienne à se perdre par des accidents imprévus, il n'aura pas assez perdu, il faut encore qu'il paye un droit de 1/4 de livraison, et il n'est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs. S'il reçoit un parent, s'il régale un ami, s'il fait un acte de charité en portant à un pauvre malheureux un peu de son vin, soupçonné de l'avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l'amende, et s'il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer et des démarches lui font faire autant de dépenses qu'il en aurait fait en payant l'amende. Procès-verbaux des commis. Art 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru? Il n'est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement, il faut qu'il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation. Le vend-il à pot? Il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d'être condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, dont entreprenant de s'en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui l'emporte, sur qu'il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé, mauvais traitement. Coup donné par les commis dont il n'est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste. Moyen de supprimer les aides. Art 11. Les communautés ne pourraient-elles pas faire constater les récoltes et faire payer sans frais, avec les autres impositions, les droits équivalents à la perception des aides? Il en résulterait plus de liberté pour le commerce des vins, dont le particulier ferait ce qu'il croirait lui devenir plus avantageux, sans courir risque de payer souvent des frais et des amendes qui ne vont qu'au profit de la ferme sans servir à soulager l'État. Gabelle. Art 12. Il en pourrait être de même par rapport aux gabelles. Tous les jours et à l'infini, elles sont le sujet de vexations de tout genre, aussi depuis longtemps tout le désir des pauvres cultivateurs est de voir cet impôt onéreux supprimé, et préférer de supporter, au prorata de ce qu'il peut rapporter, une augmentation d'imposition dans celle à établir pour les besoins de l'État.
Le peuple des campagnes deviendrait plus maître dans sa triste et pauvre chaumière, et les aides et gabelles supprimées, il n'aurait plus la crainte ni le désespoir de voir arriver journellement des commis pour faire des visites et des perquisitions du haut en bas dans sa maison, où souvent ils ne trouvent que ce qu'ils y ont mis, sans qu'on ait pu s'en apercevoir, et c'est un raffinement de cruauté dont il ne se voit que trop d'exemples. Qu'il en soit, et c'est le vœu général, qu'il en soit pour les aides et gabelles comme il en a été ordonné pour la corvée, dont l'imposition, selon qu'il pourra être statué, ne tombera pas sur la partie du peuple la plus pauvre et qui use le moins les grandes routes. L'impôt n'a été mis que sur les taillables, les privilégiés en sont exempts, et ce sont eux principalement qui détruisent plus les chemins par leurs fréquents voyages et le transport de leurs denrées, tandis qu'un petit et mauvais sentier suffit aux malheureux pour aller d'un endroit à un autre. C'est sur le pauvre déjà trop affligé, que tombe l'impôt des taillables. Seul il le paye, tandis que le riche n'y contribue que pour les terres qui sont affermées. Privilèges et exemptions. Art 13. Les privilèges et les exemptions étant à l'infini, c'est toujours la classe moyenne qui paye, et le propriétaire n'en retire pas moins son fermage. C'est donc un revenu dont il ne paye rien, ainsi que des bois, prairies, parcs et clôtures immenses de pur agrément, qui ne rapportent rien à l'État et ne fournissent point les marchés publics. Les propriétaires, au contraire, non privilégiés, paient la taille à raison de leurs revenus, et leurs fermiers la paient aussi à raison des terres qu'ils ont à bail. Voilà donc deux impôts que paient les non privilégiés, au lieu d'un, payé par le privilégié. Il arrive encore qu'à raison du crédit du propriétaire, son fermier ne paye pas les impositions en proportion de ses fermages, la taille étant assise sur la paroisse, elle sera toujours la même. Si par faveur l'on fait grâce aux fermiers du privilège, ce sont les habitants qui paient l'excédent, et ce qui a été diminué aux fermiers protégés retombe et est rejeté sur les particuliers de la communauté. Quel objet de considération dans l'Assemblée des États généraux, eu égard aux vœux des princes et des grands les plus distingués du royaume, dont les ancêtres levaient des troupes pour la défense de l'État, qui tout étaient soudoyés de leur propre denier. C'est à cette époque qu'ils ont obtenu des privilèges qui étaient la récompense de leur dévouement et des sacrifices qu'ils faisaient en faveur de la patrie. Les descendants doivent-ils avoir les mêmes avantages, les troupes étant actuellement à la charge de l'État? C'est d'après ces considérations que les habitants des campagnes espèrent, par rapport aux tailles, etc., une répartition juste en proportion des propriétés, de quelque nature qu'elles soient, dont le clergé et la noblesse ne seront plus exempts, puisque possédant la plus grande partie des biens du royaume, sans en payer de taille, ils paient encore moins, lorsqu'ils font valoir jusqu'à 4 charrues que leur privilège leur accorde, laquelle exploitation payerait dans les mains du fermier. Et ne paye rien dans les leurs, et il en résulte que la communauté paye pour ces mêmes terres que devrait payer un fermier, c'est donc toujours une augmentation de taille qui porte sur le malheureux. Art 14. Il est encore dans l'attente de voir se dissiper l'obscurité des lois civiles et de trouver dans les assemblées municipales, si bien établies, les moyens d'aplanir les difficultés et d'accommoder les particuliers de chaque communauté, qui auraient entre eux des discussions d'affaires ou d'intérêts, sans frais pour les parties, étant toujours à même d'aller à un tribunal supérieur après avoir préalablement proposé l'objet de leur discussion à l'Assemblée municipale. Les propriétaires et habitants de Coubron, d'après cet exposé dressé pour la rédaction des cahiers pour l'Assemblée des États généraux, recommandent à leurs députés, en mettant tout intérêt particulier de côté, de concourir, avec les 2 premiers ordres de l'État, au bien de la patrie et au service du roi. Fait et arrêté en l'Assemblée générale des habitants de Coubron, convoqué en la manière accoutumée, au son de la grosse cloche, et tenu en la salle des audiences, le dimanche 12 avril 1789, à l'issue des vêpres, et ont signé. Puisieux, Favard Père, Jésus-Christ. Alexandre, Louis, F. Touroul, Lenoir, Foucault, Favard Jeune, Poupard, Royer, F. Guilleminot, D. Guilleminot, P.C. Royer, P.C. Reya, Marthe Lardin, D.J. De Lyon, Jésus-Christ. Royer, Morand, J. Alexandre, F. Alexandre, J.J. Royer, C. Guilleminot, R. Marthe Alain, Denis Guilleminot, Chef, P. Royer, Dupuis, R. Lacroix, D. David, C. Guilleminot, L.F. Durel, L. Marthe, Vély, J. Dommage, syndic municipal, et Pavie, curé. Et ont déclaré ne savoir signer. Pierre Aubras, Pierre Bonestin, D. David Père, Simon Brémond, D. Brémond, Louis David, François Langlade, Christophe Pillet, Antoine Thomas, qui tous se sont trouvés à l'Assemblée, excepté J.F. Févret Martin Ganneron, et de Lyon le Père, pour Denis Thomas, il était absent par maladie. Signé Christophe Lim, procureur fiscal. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité.
Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureur, paysan, propriétaire ou fermier, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.